Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 44e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Cette vidéo est aussi le troisième volet du cycle que j'ai baptisé Retour aux sources. Le but de ce troisième volet est de vous montrer comment résoudre facilement ce cube 3×3 et pour ce faire vous devrez avoir parcouru au préalable les deux vidéos précédentes de ce cycle, c'est-à-dire la vidéo d'introduction et également la vidéo traitant de la résolution de ce cube 2×2. Si l'on veut décrire ce cube 3×3, on peut le voir dans un premier temps comme un cube 2×2 dont on aurait écarté les coins et comblé les lacunes par de nouvelles pièces. Parmi ces pièces, on retrouve les 8 coins caractéristiques d'un cube, mais entre deux coins, on trouve désormais une arête, une pièce à 2 couleurs, et entre les 4 arêtes, définies par l'écartement des 4 coins de chaque face, on trouve également un centre, une pièce à une seule couleur, qui occupe le milieu de chaque face du cube. Pour résoudre le cube 3×3, on va reprendre le principe d'une résolution rangée par rangée, tel qu'on l'avait vu dans le cas du cube 2×2. On va également reprendre les 4 algorithmes de base qu'on avait déjà définis dans la vidéo du 2×2, auxquels on ajoutera 5 autres algorithmes qui sont propres au cube 3×3. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc vous montrer comment résoudre en détail sa rangée inférieure, sa rangée équatoriale et sa rangée supérieure. Je ne vous montrerai qu'une seule méthode pour résoudre ces deux premières rangées, mais je vous montrerai deux variantes pour résoudre sa dernière rangée, la rangée supérieure. J'ai ici mélangé mon cube et avant de démarrer la résolution, on doit s'attarder sur la question des centres. En effet, on remarque que lorsqu'on tourne une face du cube, on a une pièce qui reste immobile sur chaque face, c'est précisément son centre. Et si je prends l'exemple de cette face, je constate que son centre est vert, et quels que soient les mouvements que j'effectue sur le cube, le centre vert restera toujours au milieu de cette face. Ce qui revient à dire que la couleur d'un centre définit la couleur qu'aura la face une fois le cube résolu. Si par exemple je prends le centre blanc, cela veut dire que cette face sera la face blanche lorsque le cube sera intégralement résolu. Comme dans le cas du cube 2×2, je vais respecter mon habitude de commencer ma résolution par la couleur blanche, la face de couleur blanche, c'est-à-dire ici la face dont le centre est blanc. Je vais donc reconstruire cette face blanche et je vais même reconstruire l'intégralité de la rangée qui contient cette face blanche. Et c'est précisément cette rangée qui deviendra ensuite la rangée inférieure de mon cube. Pour ça, on va d'abord chercher à construire la croix blanche inférieure, c'est-à-dire qu'on va amener autour de ce centre blanc 4 arêtes qui comportent une facette blanche, sachant que cette facette blanche sera évidemment portée par cette face. Mais dans un premier temps, on ne va pas former cette croix blanche sur la face inférieure, mais on va la former sur la face supérieure autour du centre opposé, c'est-à-dire le centre jaune. Dans mon cas, je constate que j'ai déjà une branche de ma croix blanche sur la face supérieure, puisque j'ai déjà une arête blanche placée à côté de ce centre jaune. Je vais donc chercher à placer les 3 branches restantes, et dans un premier temps, je vais chercher ces arêtes blanches dans la rangée équatoriale du cube. Ici, je constate que j'en ai une, puisque j'ai une arête qui a cette facette blanche, et je constate qu'avec une rotation simple, je peux amener cette facette blanche sur la face supérieure. Donc j'ai ici ajouté une deuxième branche à la première pour constituer ma croix. Pour ce premier exemple, j'aurais pu rencontrer cette situation, c'est-à-dire la situation où j'ai bien trouvé une arête blanche dans la rangée équatoriale, mais dans laquelle je ne peux pas la monter simplement par une rotation dans la rangée supérieure, puisque je vois qu'elle vient chasser une autre arête blanche déjà en place sur cette face. Pour éviter ce problème, il suffit, avant de monter cette arête sur la face supérieure, de libérer cet emplacement en faisant tourner la rangée supérieure, par exemple comme ceci, ou encore comme cela. Du moment que cet emplacement est libre, je peux ensuite y monter ma deuxième arête blanche, comme ceci, et compléter la première branche par une deuxième branche de ma croix. Souvent, on ne trouvera pas d'arête blanche dans la rangée équatoriale du cube, comme c'est ici mon cas. On devra donc la chercher ailleurs, sur une face latérale du cube. Ici, je constate que j'ai une arête blanche dans la rangée inférieure, mais que sa facette blanche est bien sur une face latérale du cube. Je vais devoir monter cette facette sur la face supérieure, et pour ça,
je vois que pour la faire rejoindre la rangée équatoriale, je peux faire tourner ma rangée avant, comme ceci, ou éventuellement comme cela. Je vais choisir de la faire tourner du côté gauche, et ça me permet de me ramener au cas précédent, puisque cet emplacement est libre, et je peux y monter directement mon arête. Et de cette manière, j'ai une troisième branche de ma croix. Dans l'exemple qu'on vient de voir, j'avais choisi de tourner ma rangée avant de cette manière pour placer l'arête blanche sur ma gauche. J'aurais pu la placer sur ma droite et ensuite la faire remonter de cette manière sur la face supérieure. Ici, je vois que l'emplacement est pris puisque j'ai déjà une arête blanche en place. Il me suffit là encore de tourner la rangée supérieure de manière à libérer cet emplacement et je pourrais y amener, par la droite cette fois-ci, ma nouvelle arête blanche pour constituer la troisième branche de ma croix. Imaginons maintenant qu'on se trouve dans cette situation, j'ai toujours mon arête blanche qui est ici, et les deux branches de ma croix sont disposées de cette manière. Pour remonter mon arête blanche dans la rangée horizontale, vers la gauche ou vers la droite, je suis contraint de tourner ma rangée avant. Mais si je tourne ma rangée avant, je vais déloger l'arête qui se trouve ici. Donc à nouveau, pour ne pas être gêné par cette arête, je vais orienter différemment ma rangée supérieure pour libérer cet emplacement, et ainsi je pourrais ensuite tourner ma rangée avant d'un côté ou de l'autre, par exemple vers la droite comme ceci, et je pourrais, pour terminer, remonter ma facette blanche sur la face supérieure du cube, et je me retrouve dans la situation précédente. On vient de voir le cas d'une arête blanche située dans la rangée inférieure du cube, mais dont la facette blanche est visible sur une face latérale du cube. J'ai ici le cas symétrique, c'est-à-dire une arête blanche qui est bien située dans la rangée supérieure, mais dont la facette blanche est visible sur un côté du cube. Et là aussi, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de ramener cette facette blanche dans la rangée équatoriale du cube. Ici, j'ai le choix, je peux la basculer vers la gauche ou vers la droite. Je vais par exemple choisir de la basculer du côté gauche. Et il me restera ensuite à l'emmener sur la face supérieure par rotation de la rangée gauche. Ici, je vois que mon emplacement est pris par une autre arête blanche en place. J'oriente donc différemment ma rangée supérieure et je peux venir placer ma troisième arête blanche qui est la troisième branche de ma croix. Il me reste un dernier cas à voir, c'est celui où la facette blanche que je cherche n'est visible sur aucun de ces quatre emplacements sur les faces latérales de mon cube. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une possibilité, c'est que cette arête blanche se situe quelque part sur la face inférieure du cube, comme c'est le cas ici. Et je vais devoir la remonter, dans mon exemple, à cet emplacement. Pour ça, je vais d'abord tourner ma rangée inférieure, de manière à placer cette facette blanche à l'aplomb de l'emplacement qu'elle devra occuper sur la face supérieure. Et ensuite, pour venir la mettre en place, il ne me restera plus qu'à tourner de 180 degrés, donc d'un demi-tour, la face qui comprend cette arête blanche. Et dans mon exemple, j'ai complété les quatre branches de ma croix blanche. Au départ, si l'on se souvient bien, on voulait former cette croix blanche autour du centre blanc, c'est-à-dire sur la face inférieure du cube. On a une croix formée sur sa face supérieure, donc on va devoir retourner une par une chacune des quatre branches de la croix. Si je prends par exemple la branche qui est devant moi, qui correspond à l'arête blanche et verte, je vais me fier à sa deuxième couleur, donc le vert ici, et je vais orienter la rangée supérieure du cube de manière à faire correspondre le vert de cette arête avec le vert d'un centre d'une face latérale du cube, comme c'est le cas ici. Et lorsque j'ai établi cette correspondance, je vais tourner de 180 degrés cette face avant pour redescendre l'arête blanche qui va se retrouver à côté du centre blanc et qui sera en même temps en correspondance de couleur avec le centre de cette face latérale du cube. Et je vais faire exactement la même chose pour les trois autres branches de ma croix. Par exemple, j'ai ici l'arête blanche et bleue. Je vais aller chercher le centre bleu et je vais retourner de 180 degrés cette face. Il me reste encore cette arête blanche et orange qui est déjà en face du centre orange, donc je peux la retourner directement. Et il me reste enfin cette arête blanche et rose que je vais venir mettre en face du centre rose, avant de retourner cette rangée. Et de cette manière, je vois que j'ai reconstitué sur la face inférieure ma croix blanche, ce que je cherchais au départ, mais je vois que j'ai également correspondance de couleurs sur chacune des quatre faces latérales du cube,
entre l'arête inférieure et le centre de la face latérale correspondante. Pour que ma rangée inférieure soit complète, il reste à la compléter par les 4 coins blancs, en plaçant évidemment la facette blanche de chaque coin sur la face inférieure du cube. Dans un premier temps, on va chercher ces coins blancs dans la rangée supérieure du cube, en regardant les faces latérales de ce cube. Ici, je constate que j'ai par exemple un coin blanc, qui a également comme autre couleur le bleu et l'orange. Je vois que j'ai mon centre bleu ici, et mon centre orange ici. Donc je peux tourner ma rangée supérieure pour mettre ce coin entre ces deux centres, et je sais de cette manière que sa position finale sera ici, dans la rangée inférieure. Dans mon exemple, je vois que sa facette blanche pointe vers le haut, donc de la même manière que pour le cube 2x2, quand on avait vu ce cas dans la vidéo précédente, je vais pouvoir le redescendre directement et avec la bonne orientation dans la rangée inférieure à l'aide de l'algorithme de l'ascenseur. Donc je tiens mon cube comme ceci, avec le coin en position avant-droite, et j'effectue l'algorithme. Demi-tour de la face droite, vers la gauche, nouveau demi-tour vers la droite, et troisième et dernier demi-tour. Et on voit que j'ai ici placé un coin blanc supplémentaire entre ces deux arêtes, avec la bonne orientation. Si je regarde à nouveau dans la rangée supérieure du cube, au niveau des faces latérales, je vois que j'aperçois ici un autre coin blanc qui porte également comme couleur le bleu et le rose. Je vais oublier le rose, c'est-à-dire la couleur portée par la face supérieure du cube, et je vais m'intéresser à sa deuxième couleur latérale en quelque sorte, qui est ici le bleu. Je vais pouvoir tourner la rangée supérieure de mon cube de manière à venir amener cette facette sur la face qui a un centre de même couleur, ici un centre bleu. Et lorsque je me trouve dans cette position, je vais simplement, de la même manière que le cube 2x2, amener ce cube, ou plutôt ce coin, à l'arrière du cube en tournant la face latérale correspondante, ici la droite. Je vais ensuite ramener sa facette blanche vers moi en tournant la rangée supérieure, et je vais finalement abaisser ce coin pour lui faire rejoindre la rangée inférieure. Et je constate qu'il a rejoint sa place définitive entre cette arête blanche et bleue et cette arête blanche et rose. Si je regarde la face inférieure de mon cube, je pourrais penser que j'ai déjà 3 coins blancs à leur place, mais pour qu'ils soient à leur place, il faut que j'ai continuité de couleur sur chaque face latérale du cube, et je m'aperçois que ce n'est pas le cas ici. J'ai bien un coin blanc, mais ces deux autres couleurs me montrent qu'il n'est pas à sa place entre ces deux arêtes. Donc pour le remettre à sa place, qui est forcément ce 4e emplacement, je vais commencer par la remonter dans la rangée inférieure. Donc je peux monter la face droite comme ceci, et sachant qu'ensuite je devrais la baisser à nouveau, je vais, avant de la faire redescendre, isoler ce coin dans la partie du cube qui n'a pas bougé, c'est-à-dire vers la gauche, et ensuite je pourrais redescendre cette face. De cette manière, je n'ai plus que 2 coins bien placés ici. Je me retrouve avec un 3e coin blanc placé dans la rangée supérieure. Donc comme dans l'exemple précédent, je vais oublier cette couleur verte, je vais me focaliser sur cette couleur orange. Je vais chercher le centre orange que voici, et je vais effectuer les mêmes rotations, mais cette fois-ci du côté gauche. Je vais donc emmener ce coin à l'arrière du cube, comme ceci, et je vais ensuite ramener sa facette blanche devant moi, ce qui me permettra, dans une dernière rotation, de l'amener à sa place définitive dans la rangée inférieure. J'ai retrouvé ici une continuité de couleur, ce qui me confirme bien que ce coin blanc est maintenant à sa place définitive. Dernier cas possible que j'illustre ici, le dernier coin blanc que je cherche ne se trouve nulle part dans la rangée supérieure, c'est donc qu'il est déjà dans la rangée inférieure, mais qu'il n'a peut-être pas la bonne orientation, et c'est le cas de ce coin blanc ici. Lorsque on a un coin blanc dont une facette blanche est sur une face latérale, comme dans ce cas, on va d'abord prendre la face sur laquelle est visible cette facette blanche, on va remonter le coin dans la rangée supérieure, on va ensuite tourner cette rangée supérieure pour amener le coin à l'arrière du cube du même côté, c'est-à-dire ici dans mon exemple du côté droit, et on va ramener ces deux facettes blanches
sur la face inférieure du cube. Ici, on n'a pas placé le dernier coin blanc, mais on voit qu'on l'a ramené dans une position qu'on connaît dans la rangée supérieure du cube. J'ai ici une facette blanche. Je vais donc m'intéresser à la deuxième couleur latérale qui est le vert. Je vois que j'ai déjà cette facette en relation avec le centre vert sur cette face, donc je vais effectuer les mêmes rotations que dans l'exemple précédent. J'amène mon coin à l'arrière du cube, du côté gauche, je ramène sa facette blanche vers la face avant, et je n'ai plus qu'à emmener cet ensemble de facettes blanches sur la face inférieure du cube, et de cette manière je vois que j'ai mis en place le dernier des 4 coins, ce qui me permet de terminer la résolution de la rangée inférieure de mon cube. Maintenant que la rangée inférieure est résolue, on va constamment tenir le cube de cette manière, avec la face jaune vers le haut, et on va s'intéresser à la rangée du dessus, qui est donc la rangée équatoriale. De la façon dont on a construit la croix blanche dans la rangée inférieure, on voit que les centres sont déjà en correspondance de couleur avec la rangée inférieure. Donc finalement, résoudre cette rangée équatoriale revient à placer les 4 dernières pièces de cette rangée, qui sont ces 4 arêtes que je vais appeler arêtes équatoriales. Si le blanc est la couleur de la face inférieure, on retrouve logiquement le jaune comme couleur de la face supérieure, comme le montre son centre fixe jaune ici. Cela revient à dire qu'aucune des 4 arêtes équatoriales ne comprendra la couleur jaune parmi ces 2 couleurs propres lorsque les 4 arêtes seront à leur place. On va donc chercher, et on va chercher en particulier dans la rangée supérieure du cube, des arêtes qui ne comportent pas le jaune parmi leurs 2 couleurs. J'ai ici un exemple d'arête parmi celles que je cherche, puisque j'ai cette arête bleue et orange qui fait partie de la rangée supérieure du cube. Je vais m'intéresser en particulier à cette facette bleue, la facette qui donne sur une face latérale du cube, et je vais orienter la rangée supérieure de mon cube jusqu'à établir une correspondance de couleur entre cette facette et la facette d'un centre d'une face latérale, ici le bleu. À partir de cette position de départ, je vais ensuite me poser la question de l'emplacement définitif de cette arête par rapport à sa deuxième couleur, c'est-à-dire ici l'orange. Le centre bleu est face à moi, et je constate que le centre orange est du côté gauche du cube. Ce qui revient à dire que l'emplacement définitif de cette arête sera ici, coincé entre les centres bleu et orange, donc plutôt à gauche de sa position actuelle sur le cube. C'est donc le moment pour moi d'introduire un nouvel algorithme que j'appelle algorithme du pêcheur, et je vais vous montrer comment on s'en sert. Pour moi, le pêcheur correspond à la position de l'arête qui nous intéresse ici. Le pêcheur a placé sa canne à pêche du côté de l'emplacement final de l'arête, c'est-à-dire ici du côté gauche, et je vais considérer que le poisson correspond à la rangée gauche du cube, à la rangée du côté de l'emplacement définitif. Dans un premier temps, je considère que le pêcheur, ne voyant aucune prise, va s'écarter de sa canne à pêche pour prendre une pause. Donc, je vais faire tourner cette arête dans la direction opposée à son emplacement final, c'est-à-dire ici vers la droite, alors que son emplacement final va être à gauche. Le poisson qui a vu l'hameçon va monter pour l'attraper. Le pêcheur qui est ici, qui n'a toujours rien vu, va continuer à s'éloigner de sa canne, donc je vais tourner encore dans le même sens la rangée supérieure. Entre-temps, le poisson qui a mordu à l'hameçon va replonger vers les profondeurs, donc j'abaisse cette fois-ci la face gauche, et le pêcheur qui s'est enfin aperçu que sa ligne mordait va revenir, c'est-à-dire que je vais tourner dans l'autre sens la rangée supérieure pour voir ce qu'il se passe. En apparence, pas de gros changements sur le cube, on a même l'impression d'avoir déconstruit une partie de ce qu'on avait construit en délogeant ce coin blanc qui se retrouve là-haut. Donc on va le remettre en place exactement comme on a vu lorsqu'on s'occupait de la fin de la résolution de la rangée inférieure. J'ai ici un coin blanc dont la facette blanche pointe vers une face latérale du cube. Je vois que sa deuxième facette latérale est déjà en correspondance avec le centre de même couleur, donc je vais replacer ce centre de la même manière qu'on l'a déjà vu. Je vais le mettre à l'arrière du cube, toujours du côté droit. Je vais ramener sa facette blanche vers l'avant et je ramène ces 3 facettes blanches vers le bas. De cette manière, je vois que j'ai replacé le coin blanc dans la rangée inférieure, mais avec le même mouvement, je vois que j'ai emmené avec lui la fameuse arête orange et bleue que je voulais placer entre ces 2 centres, orange et bleu.
Donc c'est ainsi qu'on conclut l'utilisation de l'algorithme du pêcheur. Je vous ai montré ici sa variante gauche et je vais vous montrer dans le prochain exemple sa variante droite. En effet, dans la rangée supérieure, je vois que j'ai ici une arête orange et verte que je vais venir mettre en correspondance de couleur avec ce centre vert. Et l'orange de sa facette supérieure me montre cette fois-ci que cette arête doit être basculée du côté droit entre les centres vert et orange. Donc j'applique de l'autre côté l'algorithme du pêcheur. Mon poisson et ma ligne sont de ce côté, donc mon pêcheur commence par s'éloigner de la ligne. Le poisson vient mordre à l'hameçon. Mon pêcheur qui est ici continue à s'éloigner. Le poisson replonge vers les profondeurs. Le pêcheur alerté revient sur ses pas. Je constate que j'ai ici un coin blanc qui a été délogé de la rangée inférieure. Il a une facette blanche qui pointe vers une face latérale du cube. J'ai immédiatement ici la relation de couleur entre cette facette et celle du centre orange sur cette face. Donc je vais replacer mon coin blanc à l'arrière du cube. Je vais le ramener vers la face avant et je vais ramener l'ensemble de ces trois facettes blanches dans la rangée inférieure du cube, ce qui me permet de reconstruire ma rangée inférieure et en même temps d'amener cette arête verte et orange qui a la bonne orientation entre ces deux centres, vert et orange. Parfois, on pourra rencontrer ce cas de figure. J'ai ici une arête équatoriale bleue et rose qui est bien située entre les centres bleu et rose, mais on voit d'après la disposition de cette couleur qu'elle a une orientation incorrecte. Donc, si je veux rétablir cette orientation, je vais d'abord commencer par remonter cette arête équatoriale dans la rangée supérieure, et ensuite je vais la redescendre, mais avec cette fois-ci l'orientation correcte. Je vais utiliser pour ça à nouveau l'algorithme du pêcheur qu'on vient de voir, et dans un premier temps, je vais venir la remplacer par une autre arête quelconque de la rangée supérieure, et rien ne m'empêche de choisir par exemple une arête qui comprend la couleur jaune, puisque cette arête n'occupera cet emplacement que temporairement. Si je choisis de remplacer mon arête bleue et rose par cette arête, cela revient à dire que je vais utiliser la variante gauche de l'algorithme du pêcheur. Donc je commence par tourner la rangée supérieure à l'opposé, vers la droite. Je vais monter ma face gauche. Je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la droite. J'abaisse ma face gauche et je ramène d'un cran vers la gauche ma rangée supérieure. Là aussi, j'ai un coin blanc qui va se retrouver dans la rangée supérieure. Je m'intéresse à sa couleur bleue, qui est déjà en relation de couleur avec ce centre. Donc, je vais redescendre ce coin blanc dans la rangée inférieure, en l'emmenant d'abord à l'arrière du cube, comme ceci, puis en ramenant sa facette blanche sur la face avant du cube, et finalement, je ramène les trois facettes blanches sur la face inférieure, ce qui me permet de remplacer mon arête bleue et rose par cette arête, temporairement. Je vais repartir à la recherche de mon arête bleue et rose, qui est ici. Je vais la remettre en correspondance de couleur avec le centre rose ici, ce qui me permettra, en la basculant du côté gauche, de lui refaire prendre cette position, mais cette fois-ci avec la bonne orientation. Donc je reprends exactement les mêmes rotations. J'emmène mon arête vers la droite, je monte la face gauche, je tourne à nouveau la rangée supérieure dans le même sens, j'abaisse ma face gauche, je ramène ma rangée supérieure d'un cran en arrière, et je vais replacer à nouveau ce coin blanc de la même manière qu'on vient de voir. Et ainsi, le coin a retrouvé sa position dans la rangée inférieure et a emmené avec lui mon arête bleue et rose qui a retrouvé son emplacement initial, mais cette fois-ci avec la bonne orientation. En plaçant une à une les arêtes équatoriales, comme on vient de le voir, on arrive finalement à la situation où les quatre arêtes de la rangée supérieure comportent chacune une facette jaune. Dans ce cas, on peut avoir trois explications à ça. La première, c'est précisément qu'on a placé les quatre arêtes équatoriales avec l'orientation correcte, et donc qu'on a terminé la résolution de la rangée équatoriale. La deuxième, c'est qu'on a peut-être parmi nos quatre arêtes équatoriales, une ou plusieurs arêtes qui ont une orientation incorrecte, comme celle-ci, et on vient de voir comment régler ce problème.
La troisième, c'est que les 4 arêtes équatoriales ont bel et bien rejoint cette rangée, mais qu'on a peut-être permuté certaines d'entre elles, comme ici c'est le cas de cette arête bleue et rose, et cette arête bleue et orange. On doit permuter leur position pour terminer la résolution de la rangée équatoriale, et pour ça, on va choisir l'une de ces deux arêtes, qu'on va venir remplacer par une arête quelconque de la rangée supérieure, pour ensuite venir remettre cette arête à sa place, mais avec la bonne orientation, comme on l'a vu dans le cas d'une arête individuelle dont l'orientation était inversée. Dans cet exemple, je vais d'abord traiter le cas de l'arête bleue et rose, que je vais venir remplacer par exemple par celle-ci. Donc je tourne ma rangée supérieure à droite, je monte la rangée gauche, je tourne à nouveau ma rangée supérieure vers la droite, j'abaisse la rangée gauche, je ramène la rangée supérieure vers la gauche, et je replace mon coin blanc comme on l'a déjà vu. Donc mon arête déplacée se retrouve dans la rangée supérieure, j'ai ici une facette bleue que je vais venir mettre en relation avec ce centre bleu. Je vois que le centre rose se trouve sur ma droite, donc cette arête va venir à cet emplacement final. Donc cette fois-ci je la fais partir vers la gauche, je monte la rangée droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure vers la gauche, j'abaisse la rangée droite, je ramène la rangée supérieure vers la droite, je replace ce coin blanc, comme ceci, ce qui m'a permis de remettre à sa place et avec la bonne orientation l'arête bleue et rose. Il me reste maintenant à voir le cas de l'arête bleue et orange qui va venir se loger ici. Cette arête est là. Je la replace au-dessus du centre orange et je vais la basculer à son tour vers la droite. Donc je l'emmène vers la gauche, je monte la rangée droite, je tourne encore vers la gauche, je redescends la rangée droite, je ramène la rangée supérieure vers la droite et je replace ce coin blanc. Et je vois que j'ai bien retrouvé l'emplacement définitif de cette arête avec la bonne orientation, ce qui me permet de boucler la résolution de la rangée équatoriale du cube. On en arrive donc à la résolution de la dernière rangée du cube, sa rangée supérieure, et un petit peu de la même manière qu'on avait cherché à construire une croix blanche sur sa face inférieure, on va chercher ici à construire une croix jaune, c'est-à-dire à rassembler 4 arêtes jaunes autour de son centre jaune. Pour ça, on va faire appel à un nouvel algorithme que j'appelle algorithme du coffre, et on va devoir définir une position de départ avant d'appliquer cet algorithme au cube. Cette position de départ dépendra du nombre de branches de la croix déjà visibles sur sa face supérieure, c'est-à-dire au nombre de facettes jaunes visibles autour de son centre jaune. Ici, ça correspond au premier cas de figure, c'est-à-dire le cas où aucune branche de la croix n'est visible. Je vais donc choisir ce cas comme cas de départ, puisqu'on va voir défiler un par un tous les cas de figure possibles avant d'appliquer l'algorithme. Pour mémoriser les rotations qui composent cet algorithme, on va donc imaginer qu'on va manipuler un coffre, et en particulier qu'on va d'abord fermer sa porte, appliquer une combinaison, et essayer de rouvrir la porte pour voir si cette combinaison est efficace. L'ouverture et la fermeture de la porte sera commandée par la rotation de la face avant du cube. Un verrouillage correspondra à une rotation d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et un déverrouillage correspondra à la rotation contraire. L'application de la combinaison va dépendre des mouvements qu'on va appliquer au coin qui se trouvera à cette position, le coin avant droit de la rangée supérieure. Dans le cas où ma croix n'a encore aucune de ces 4 branches, je vais pouvoir choisir comme position de départ n'importe laquelle de ces 4 orientations. Et je vais commencer par fermer mon coffre, donc j'applique une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre à ma rangée avant. Je vais ensuite appliquer ma combinaison par l'intermédiaire de ce coin. Je vais commencer par emmener ce coin vers la gauche, comme ceci. Je vais ensuite emmener ce remplaçant vers le haut, son remplaçant vers la droite et son remplaçant vers le bas. D'une certaine manière, j'aurais fait effectuer les 4 directions dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la direction gauche. Et pour finir, maintenant que la combinaison est appliquée au coffre, je vais essayer de le déverrouiller en tournant la face avant dans le sens contraire.
On en arrive à un deuxième cas de figure possible, qui est cette configuration, où la croix comporte déjà 2 de ces 4 branches, et où ces 2 branches sont situées à l'opposé l'une de l'autre, en formant une ligne. Pour définir la nouvelle position de départ avant d'appliquer le même algorithme, on va orienter le cube de cette manière, c'est-à-dire la position dans laquelle la ligne décrite par les 2 branches de la croix relie les faces gauche et droite du cube. Et on va appliquer exactement les mêmes rotations. Donc je ferme le coffre, j'applique la combinaison vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et j'essaye de déverrouiller mon coffre. Nouvelle configuration une fois encore, on retrouve une croix qui a déjà 2 de ces 4 branches, mais cette fois-ci ces 2 branches sont disposées à angle droit l'une par rapport à l'autre. Et la nouvelle position de départ du cube va être exactement celle-ci, c'est-à-dire c'est la position où la croix a une branche qui pointe vers la gauche et une branche qui pointe vers l'arrière du cube. J'effectue à nouveau le même algorithme. Je ferme mon coffre, j'applique la combinaison vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et j'essaye de déverrouiller mon cube. Et au terme de cette rotation, je constate que j'ai bien reconstitué ma croix jaune sur la face supérieure. À ce stade, je vous propose de terminer la résolution de la rangée supérieure du cube suivant 2 méthodes différentes, la première que j'appelle méthode de la face, ou la deuxième que j'appelle méthode de la croix orientée. La méthode de la face, comme son nom l'indique, va consister à reconstruire en priorité la face supérieure jaune de notre cube 3 par 3. Et cette méthode, on la connaît déjà, puisqu'on l'a appliquée à l'identique à notre cube 2 par 2 dans la vidéo précédente, lorsqu'on avait terminé la résolution de sa rangée inférieure. Ici, on a une rangée de plus dans chaque sens, mais on va simplement ignorer la croix centrale et on va appliquer la méthode de la face aux 4 coins de la rangée supérieure. Dans cet exemple, si on ignore la croix, on va compter le nombre de facettes jaunes visibles sur la face supérieure au niveau des 4 coins. Ici, je n'en ai aucune, donc c'est un cas directement comparable à ce cas-là sur un cube 2 par 2. On se souvient que la position de départ dans ce cas était celle où on avait une facette jaune sur la gauche et une facette jaune sur la droite sur les 2 coins avant du cube. On va ici orienter notre cube 3 par 3 de la même manière. J'ai ici les facettes jaunes vers l'avant, je peux le tourner de cette manière et je vois que j'ai une facette jaune sur la gauche et une facette jaune sur la droite. Je vais donc appliquer tel quel l'algorithme de la machine à coudre en utilisant les rotations de la rangée droite et de la rangée supérieure. Donc ici, je monte mon aiguille, je tourne ma bobine vers la gauche, j'abaisse mon aiguille, je tourne à nouveau la bobine sur la gauche, je remonte mon aiguille, je tourne 2 fois ma bobine vers la gauche et j'abaisse mon aiguille, ce qui termine l'algorithme. On se trouve alors dans la situation où notre croix initiale, qui est toujours là, est complétée d'une facette jaune, l'unique facette jaune d'un des 4 coins supérieurs de notre cube. C'est une situation directement comparable à celle-ci sur le cube 2 par 2, lorsqu'on avait un seul coin présentant une facette jaune sur la face supérieure. Notre position de départ sera donc la même, on va orienter le cube de manière à placer ce coin particulier en position avant gauche, et on applique à nouveau l'algorithme de la machine à coudre. Je monte mon aiguille, je tourne ma bobine à gauche, j'abaisse mon aiguille, je tourne la bobine à gauche, je remonte mon aiguille, je tourne 2 fois ma bobine vers la gauche, et j'abaisse une dernière fois l'aiguille. Et de cette manière, on voit qu'on a reconstitué la face supérieure jaune. J'aurais pu également rencontrer cette configuration, c'est-à-dire celle d'une croix jaune complétée non pas d'une, mais de 2 facettes jaunes au niveau de 2 des 4 coins supérieurs du cube. C'est exactement le même type de situation qu'on avait rencontré sur le cube 2 par 2 lorsqu'on obtenait cette apparence sur la face supérieure. On sait déjà, dans ce cas de figure, quelle que soit la position des 2 facettes supplémentaires, qu'on doit partir de la position où on a une facette jaune apparente sur la face avant au niveau du coin avant gauche de la rangée supérieure. Donc à partir de cette position de départ, j'applique à nouveau l'algorithme. Je monte l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, je remonte l'aiguille, je tourne 2 fois la bobine à gauche, j'abaisse l'aiguille. Je me retrouve dans le cas où je n'ai plus qu'une seule facette supplémentaire,
j'ai déjà la bonne orientation de départ. Je réapplique l'algorithme, je monte l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, je remonte l'aiguille, je tourne 2 fois la bobine à gauche et j'abaisse l'aiguille. J'ai à nouveau une seule facette en complément de ma croix, je modifie l'orientation de mon cube et j'utilise une dernière fois l'algorithme. Je monte l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, je remonte l'aiguille, je tourne 2 fois la bobine vers la gauche et j'abaisse une dernière fois l'aiguille. Et là aussi, on voit que j'ai reconstitué ma face supérieure jaune. Je vais ensuite m'intéresser à la position relative des 4 coins de la rangée supérieure. Et pour ça, je vais regarder chacune des 4 faces latérales du cube pour essayer de trouver 2 coins supérieurs qui présentent la même couleur sur leur facette latérale, comme c'est le cas ici. Puisque j'ai 2 facettes bleues, cela revient à dire que la position relative de ces 2 coins est la bonne. Et puisque ce n'est pas le cas sur les autres faces, j'en déduis que je dois permuter ces 2 derniers coins. C'est donc une permutation horizontale que je vais faire. Et cette permutation horizontale, on a déjà vu comment la faire sur un cube 2 par 2, puisque c'est exactement la même situation qu'ici. J'ai 2 coins qui ont une position relative correcte, et il me reste à permuter les 2 autres coins pour terminer la résolution de la rangée supérieure de ce 2 par 2. On va donc appliquer ici à l'identique l'algorithme du 2 par 2 à ces 2 coins droits du cube. Donc je commence par l'algorithme de l'ascenseur, demi-tour gauche, demi-tour droit, demi-tour. On a vu que sur le 2 par 2, on faisait tourner l'intégralité du cube vers la droite, mais en réalité on ne tournait que sa rangée supérieure et sa rangée inférieure. Du fait qu'on a ici une rangée équatoriale entre les deux, on va la laisser telle qu'elle, et on va tourner vers la droite la rangée supérieure et la rangée inférieure. Et ensuite on va reproduire l'algorithme de l'ascenseur en inversant la gauche et la droite. Donc demi-tour de la rangée droite, droite d'abord, demi-tour de la rangée droite, gauche ensuite, et un dernier demi-tour. Il nous reste pour terminer l'algorithme à rétablir l'orientation de la rangée inférieure, et on peut également orienter la rangée supérieure pour bien se convaincre que chacun des 4 coins a trouvé sa place dans la rangée supérieure de ce cube 3 par 3. Si on n'avait trouvé aucune correspondance de couleur entre 2 coins consécutifs de la rangée supérieure du 3 par 3, on aurait appliqué exactement comme dans le cas du 2 par 2, cette permutation au hasard à 2 coins droits du cube. On aurait d'abord obtenu un premier arrangement entre 2 coins consécutifs et il aurait suffi ensuite de permuter les 2 derniers pour arriver à cette configuration. À ce stade, on a toujours notre face supérieure résolue et on vient de voir que chacun des 4 coins de la rangée supérieure est à sa place définitive. Il ne reste donc pour terminer la résolution de cette rangée qu'à permuter les arêtes supérieures qui ne sont pas encore à leur place. Et pour ça, on va voir 2 nouveaux algorithmes qui sont très simples et qui vont permettre 2 types de permutations différents. Le premier de ces 2 algorithmes permet de permuter l'arête avant et l'arête arrière de la rangée supérieure du cube. Or ici on remarque que l'arête arrière a une facette orange, donc si on la fait passer devant, elle atteindra son emplacement définitif puisqu'elle sera en correspondance de couleur avec la face avant orange. Pour appliquer cet algorithme, on a besoin des rotations de la rangée droite et de la rangée supérieure. Et chacune de ces rotations est une rotation à 180 degrés, un demi-tour. On va commencer par la rangée droite. Donc demi-tour sur la rangée droite, demi-tour sur la rangée supérieure, et on va répéter 2 fois cette série de rotations. Donc demi-tour à droite, demi-tour en haut, demi-tour à droite, et demi-tour en haut. Au terme de cet algorithme, on remarque 2 choses. D'abord, on a bien permuté les arêtes avant et arrière comme on l'avait prévu, mais on a également permuté les 2 arêtes équatoriales sur le côté droit du cube. On n'aura pas vraiment de problème sur un cube 3 par 3 avec ce type de permutation puisqu'elle va s'éliminer d'elle-même à la dernière permutation d'arête qu'on effectuera dans la rangée supérieure. On a vu ici comment permuter l'arête avant et l'arête arrière du cube. On va maintenant s'intéresser au deuxième algorithme qui va permettre de permuter l'arête avant et l'arête droite du cube, c'est-à-dire 2 arêtes placées à 90 degrés l'une de l'autre. Si je regarde la rangée supérieure de mon cube, je m'aperçois que j'ai justement ce cas de figure de 2 arêtes qui sont permutées à 90 degrés l'une de l'autre. L'algorithme permet d'échanger les positions de l'arête avant et de l'arête droite,
mais cette arête avant est déjà à sa place. Donc ce que je peux faire, c'est tourner la rangée supérieure comme ceci, afin de placer dans la bonne configuration les deux arêtes que je dois permuter, l'arête avant et l'arête droite. Ce type de permutation va également provoquer une permutation des deux arêtes équatoriales du côté droit, donc on va retrouver la situation d'origine dans la rangée équatoriale lorsque j'aurai permuté ces deux arêtes. Cet algorithme va aussi faire intervenir la rangée droite et la rangée supérieure, et on va voir qu'il est très simple puisqu'il reprend une partie d'un algorithme qu'on connaît déjà. On va toujours commencer par la rangée droite et on va toujours lui faire des demi-tours. Donc, demi-tour à droite, on va emmener la rangée supérieure une fois à gauche, demi-tour à droite, encore une fois à gauche, demi-tour à droite deux fois vers la gauche, demi-tour droite deux fois vers la gauche, et pour finir, on applique directement l'algorithme de l'ascenseur, l'algorithme qui permettait de permuter ces deux coins et qu'on a déjà vu dans le cas du 2x2 et même de ce 3x3. Demi-tour gauche, demi-tour droite et demi-tour. On voit qu'on a bien permuté ces deux arêtes, et pour terminer la résolution du cube, il me suffit de réaligner la rangée supérieure et je vois que j'ai bien dans les mains un cube résolu. En pratique, si on suit cette méthode, la résolution du cube se terminera toujours par des combinaisons de permutations des arêtes supérieures, que ce soit à 90 degrés ou à 180 degrés. La chose importante dont on doit constamment se souvenir, c'est que chacune des permutations d'arêtes dans la rangée supérieure se soldera par une permutation des arêtes équatoriales du côté droit. Donc on doit toujours garder ces arêtes équatoriales vers la droite, et si par hasard les arêtes à permuter n'occupent pas les positions avant et arrière ou avant et droite, on doit d'abord orienter convenablement la rangée supérieure du cube pour qu'à la permutation suivante, on retrouve la position habituelle des arêtes équatoriales. Et dans le cas d'un cube 3x3, le nombre de permutations à effectuer parmi les arêtes supérieures aboutira toujours à un rétablissement des positions des arêtes équatoriales si on les garde toujours du même côté du cube. Pour illustrer cette deuxième méthode de fin de résolution, que j'appelle méthode de la croix orientée, je me suis replacé dans la configuration, je venais juste d'obtenir la croix supérieure jaune. Et on va voir qu'à partir d'ici, les étapes vont changer. Le but de cette méthode est précisément d'obtenir en priorité l'orientation des quatre branches de cette croix, c'est-à-dire qu'en pratique, on va rechercher une correspondance de couleurs entre la deuxième facette de chacune des quatre branches et les centres des quatre faces latérales du cube. Première étape avant d'aller plus loin, c'est de vérifier que ces quatre branches ne sont pas déjà orientées. Si je prends une arête au hasard, par exemple cette arête jaune et verte, je peux faire tourner la rangée supérieure pour la mettre en correspondance avec ce centre vert. Et à partir de cette nouvelle position, je vais regarder ce qui se passe au niveau des autres branches. Ici, je vois que je n'ai pas correspondance, et là non plus. Donc, je n'ai pas encore obtenu l'orientation que je cherche sur l'ensemble des quatre branches de la croix. La configuration que je recherche correspond à une correspondance unique sur l'une des quatre branches de la croix. Ici, dans le cas particulier où on obtient deux correspondances sur deux branches situées à 180 degrés, quelle que soit la position de la rangée supérieure du cube, on n'atteindra jamais cette configuration. Pour la retrouver, on va appliquer une première fois l'algorithme dont on s'était servi pour obtenir la face supérieure jaune sur ce 3x3 et même sur le 2x2 dans la vidéo précédente, c'est-à-dire l'algorithme de la machine à coudre. Je vais partir d'une orientation de départ quelconque de mon cube et je vais appliquer cet algorithme. Je monte l'aiguille, je tourne ma bobine vers la gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne ma bobine vers la gauche, je remonte l'aiguille, je tourne deux fois ma bobine vers la gauche et j'abaisse l'aiguille. Ici, l'utilisation de cet algorithme, l'algorithme de la face, a permis de permuter les trois branches arrière de la croix, la branche gauche, la branche droite et la branche arrière. Donc j'ai changé de configuration et je vais pouvoir rechercher une correspondance unique en faisant tourner ma rangée supérieure. Ici, j'ai par exemple mis en relation cette arête jaune et bleue avec ce centre bleu. Et il semble bien que ce soit l'unique correspondance de couleur que j'ai entre une arête supérieure et un centre d'une face latérale. C'est la situation que je cherche et à partir de maintenant, je vais orienter le cube de cette manière avec l'unique arête en correspondance avec un centre face à moi.
Dans le cas où j'obtiens deux correspondances de couleurs sur deux branches de la croix disposées à 90 degrés, comme ceci, il me suffit de tourner la rangée supérieure pour retrouver une correspondance unique que j'obtiens ici sur la couleur orange. À partir de cette étape, je vais donc appliquer à nouveau l'algorithme de la face pour faire permuter mes trois arêtes arrière jusqu'à obtenir les correspondances de couleurs sur ces trois branches. Donc je monte l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, j'abaisse l'aiguille, je tourne la bobine à gauche, je remonte l'aiguille, je tourne deux fois la bobine à gauche et j'abaisse l'aiguille. Je vois qu'ici je n'ai eu besoin que d'appliquer une seule fois l'algorithme pour établir cette correspondance. Quelquefois, on aura à l'utiliser deux fois pour parvenir à ce résultat. J'ai donc l'ensemble de mes quatre branches bien orientées. Je vais pouvoir maintenant passer à l'étape suivante qui est le traitement des coins supérieurs. Dans un premier temps, on va déterminer si la position des quatre coins supérieurs est la bonne, indépendamment de leur orientation propre. Pour ça, on va se guider uniquement à partir de leur couleur. Si je prends par exemple ce coin-là, je vois qu'il porte les couleurs jaune, verte et orange, et on trouve bien ces trois couleurs sur les centres jaune, vert et orange. Il est donc bien à sa place. On a exactement le même cas de figure avec ce coin, il a les bonnes couleurs mais son orientation est incorrecte. C'est exactement le cas de celui-ci. Et dans le cas du quatrième, on n'a aucun doute puisque même son orientation est bonne. Donc dans ce cas de figure, chacun des quatre coins est à sa place. Autre cas de figure, j'ai ici un coin bien placé puisque d'après ces couleurs on retrouve bien le bleu, le rose et le jaune. Visiblement ce coin n'est pas le bon puisqu'il porte la couleur orange qu'on ne retrouve sur aucun des centres de ces trois faces. Même chose pour celui-ci, on ne trouve pas le bleu sur ces trois centres. Et même chose pour celui-ci, puisque par exemple le vert n'est pas présent sur l'un de ces trois centres. Donc finalement, on a un seul coin bien placé, c'est l'un des cas de figure possibles. Et pour se placer dans la position de départ, avant d'appliquer un algorithme que je vais décrire, on va placer ce coin bien placé, cet unique coin bien placé, à l'arrière du cube, du côté gauche, comme ceci. L'algorithme que je vais décrire maintenant, et qui sera le dernier qu'on apprendra dans le cadre de la résolution de ce cube 3×3, va permettre de permuter ces trois coins-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Je l'ai baptisé algorithme des deux clous, puisqu'on va voir que les rotations évoquent des mouvements qui sont propres à deux clous qu'on enfonce l'un après l'autre et qu'on retire l'un après l'autre. En pratique, on va assimiler les rotations des rangées gauche et droite au mouvement des deux clous, et on va utiliser également la rotation de la rangée supérieure pour passer d'un clou à un autre. On va commencer par le clou de droite, on va commencer par l'enfoncer, donc on va abaisser la rangée. On va passer de la droite vers la gauche par l'intermédiaire de la rangée supérieure. On va enfoncer à son tour le clou gauche. On va repasser du côté droit par l'intermédiaire de la rangée supérieure. On va retirer le clou droit, donc on l'arrache, on le tire vers le haut. On va repasser à nouveau au clou gauche, qu'on va retirer à son tour. Et on va revenir une dernière fois au clou droit. Au terme de cet algorithme, je constate que mon coin arrière gauche n'a pas bougé, alors que les trois autres ont bel et bien permuté, et d'après leur couleur, je vois qu'ils ont bien atteint leur position définitive, soit avec une orientation correcte dans le cas de ce coin, soit avec une orientation incorrecte dans le cas des deux autres. J'ai décrit ici le cas où on avait déjà un coin bien placé parmi les quatre coins supérieurs. On pourra rencontrer éventuellement le cas où aucun des quatre coins n'est à sa place. Dans ce cas, on commence par une permutation au hasard de trois de ces quatre coins, ce qui aboutira à une position correcte de l'un des coins, et il suffira ensuite, avec cette même méthode, de permuter les trois autres. Dernière étape de cette méthode de la croix orientée, il reste à rendre leur orientation définitive aux trois coins supérieurs qui ne montrent pas encore leur facette jaune sur la face supérieure du cube. On connaît déjà cette méthode puisqu'on l'a appliquée au cube 2×2 dans la vidéo précédente, et on va la reprendre telle quelle dans le cas de ce cube 3×3. Si je commence par réorienter ce coin, le coin avant droit du cube, je vais prendre comme repère le coin inférieur qui est juste à sa verticale, et je vais lui faire prendre les quatre directions qu'on a déjà vues. Donc je commence par le bas,
J'emmène ce remplaçant vers la gauche, ce remplaçant vers le haut, ce remplaçant vers la droite. Et je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je constate que j'ai modifié l'orientation de ce coin, mais ce n'est pas encore celle que je recherche. Donc je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai obtenu l'orientation que je veux. Je vais pouvoir passer au coin suivant, non pas en tournant le cube, mais en tournant la rangée supérieure comme ceci. Je constate en parallèle que j'ai modifié les positions des pièces dans les deux rangées inférieures, mais on verra que tout va se rétablir lorsque je terminerai le traitement du dernier coin. Donc si je m'intéresse à celui-ci, je vais reproduire exactement les mêmes mouvements. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Je n'ai pas encore la bonne orientation, je recommence. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. J'ai la bonne orientation, je passe au dernier coin. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Il me reste encore un cran à faire. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la droite. Vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. J'ai trouvé la bonne orientation pour le dernier des 4 coins supérieurs. Il me reste pour terminer la résolution à aligner la rangée supérieure sur les deux autres et je constate que j'ai bien dans les mains un cube entièrement résolu. Maintenant que vous savez résoudre le cube 3 par 3, vous devez bien garder en tête l'ensemble des techniques que je vous ai détaillées dans cette vidéo, puisqu'on verra que le cube 3 par 3 est à la base de la résolution des grands cubes, c'est-à-dire des cubes d'ordre supérieur, et c'est justement cet univers qu'on va aborder dans la prochaine vidéo avec le premier d'entre eux, à savoir le cube 4 par 4. À bientôt.